Je pense que oui. Donc, quel va être le plan de la présentation? On va vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la GDR. Pourquoi c'est intéressant pour les chercheurs de s'intéresser à la GDR, notamment en parlant de la nouvelle politique des 3 organismes et de l'implication de celle-ci sur les demandes de subventions. Nous allons vous parler aussi des aspects pratiques de l'organisation de la gestion des données de recherche, avec un focus particulier pour les sciences de la santé, qui sont organisées en groupe, souvent en groupe de travail, en équipe de travail ou en laboratoire. Donc, la structuration des données est particulièrement importante quand on travaille en équipe. On va aussi ajouter des remarques concernant les données sensibles, c'est-à-dire les données médicales avec des informations personnelles, ainsi que les aspects pratiques de l'entreposage, du transfert et de la sécurité des données. Alors, qu'est-ce que la gestion des données de recherche ou GDR? Vous allez voir, je vais utiliser les deux pendant la présentation. Donc, en fait, la gestion de données des recherches, ça implique tout le cycle de vie des données de recherche, qui commence par la collecte des données, c'est-à-dire comment on va les utiliser, ensuite par leur organisation, leur structuration au cours du projet. Donc, ça va vraiment parler de l'aspect au jour de jour des interactions avec les données. Quel type de fichiers vous avez, quels sont leurs noms, de quelle façon vous les conservez, quels accès vous y donnez, comment vous les entreposez, comment vous les sauvegardez. Ensuite, le cycle va continuer par l'analyse des données et puis la façon de les partager avec vos collègues ou après de les partager plus largement quand vous publiez et leur réutilisation potentielle plus tard. L'aspect réutilisation est particulièrement important maintenant parce que, à plus ou moins long terme, les organismes subventionnaires vont demander qu'une version des données qui sont liées à une publication soit disponible pour d'autres chercheurs. Donc, il faut penser à cet aspect-là dès le début du projet parce que ça va avoir des impacts, par exemple, sur le consentement pour les patients. Donc là, on peut voir le cycle de vie des données d'une façon plus graphique, donc avec la découverte ou la collecte des données, la planification du projet, ensuite la préparation, l'analyse des données vers une publication et peut-être une réutilisation à plus long terme. Alors, pourquoi est-ce que la gestion des données de recherche est importante? Parce que c'est très utile. C'est une façon d'organiser des informations qui va vous permettre de gagner du temps à long terme. C'est comme la gestion de projet. Quand on planifie les choses en avance, ça prend un petit peu de temps au début, mais après, ça permet d'être plus efficace et de ne pas perdre d'informations au cours du temps. Et puis, maintenant, il y a aussi les exigences des organismes subventionnaires qui commence à demander que ces pratiques soient mises en place ou au minimum discutées en début de projet. Et puis ça, à plus long terme, ça risque d'avoir un impact sur les subventions que vous pourrez recevoir. C'est ça. Donc, les organismes subventionnaires commencent à demander des plans de gestion de données de recherche lors de la demande de subvention. Ce sont généralement des documents d'une demi-page à 2 pages. On va, dans 15 jours, on va faire une formation complète par rapport sur les plans de gestion de données de recherche. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vous joindre à cette formation-là. Il y a beaucoup d'autres organismes, notamment à l'international, qui demandent déjà des plans de gestion de données de recherche lors des demandes de subvention. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus courant.
Et après 2023, il va y avoir aussi une exigence par rapport au dépôt des données par les 3 organismes. Le fait que les données soient déposées ne veut pas dire qu'elles soient ouvertes à tout le monde. Ça veut juste dire qu'il y a des moyens avec plus ou moins de pouvoir aller les rechercher si nécessaire. Et puis, il peut y avoir différents niveaux d'accessibilité à ces données aussi. Mais ça va faire partie des exigences qu'un article qui va être écrit à partir de données qui ont été subventionnées, que les données soient ensuite, puissent être ensuite réutilisées par d'autres chercheurs, soit après des anonymisations utilisables. Donc, il faut y penser dès le début parce que ça a des impacts, par exemple, sur les formulaires de consentement ou dans les demandes d'éthique, ça peut avoir des impacts aussi. Ensuite, si jamais vous pensez à faire de la science ouverte et à ouvrir vos données, ben, il faut y penser à l'avance aussi. Et écrire un plan de gestion de données, de recherche, ça va vous aider à planifier la publication en sciences ouvertes de vos articles futurs. Donc, quels sont les moyens pour faire de la bonne gestion de données de recherche? Alors, un principe de base, quand on travaille dans un laboratoire ou une équipe, quand on travaille avec plusieurs personnes ensemble, c'est qu'il faut que tout soit bien organisé, que les dossiers soient bien expliqués et que tout le monde travaille avec la même structuration. C'est ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, puis ça va vous permettre d'avoir toutes vos choses aux mêmes endroits et de pouvoir les retrouver facilement. Donc, il faut y penser en début de projet et monter un standard pour l'organisation de vos données que toute l'équipe accepte et utilise. Et puis, le fait d'avoir un standard, ça va permettre aussi, quand il y a des étudiants ou des collaborateurs qui entrent dans le projet en cours de route ou qui en sortent, ben, que tout reste uniforme et qu'on puisse bien suivre la progression du projet. Donc là, on vous met un exemple de structuration qui est structuré sous le titre du projet, avec dans un premier dossier la collecte des données, ensuite les données brutes et les données préparées, puis les analyses et finalement les produits de la recherche. Mais ça, c'est une façon de structurer en fonction de votre façon de travailler ou des personnes impliquées. Vous pouvez structurer ou organiser vos données de différentes façons. Si par exemple, votre projet, il est plein de petits sous-projets qui sont gérés par une personne en particulier, ben peut-être que vous voudrez les structurer selon le nom des personnes plutôt que selon le nom du projet général. Dans la colonne B, là où on peut voir aussi que c'est organisé par analyse, c'est-à-dire que chaque figure va avoir en sous-dossier toutes les données, les résultats et le codage qui est nécessaire à la constituer. Donc, il y a vraiment différentes façons d'organiser vos données. Ce qu'on vous conseille, c'est d'en parler en équipe, puis de trouver une structuration qui va être correcte pour toute l'équipe et que tout le monde va mettre en place. Vous pouvez aussi vous inspirer du tiers protocole. Donc, je vais aller vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, c'est un projet qui a été fondé sur une fondation qui roule depuis plusieurs années et qui a développé une structuration de dossiers standardisés que vous pouvez utiliser et modifier selon votre besoin. Ce qui est bien, c'est que le site web est interactif. Donc, par exemple,
OK, oui, il faut un fichier lisez-moi. Qu'est-ce qu'on met dedans? Et bien là, vous allez cliquer sur le README file, puis vous allez voir tout ce que vous avez à mettre dans ce fichier-là, ou à quoi il correspond. Données à analyser, hop, vous allez avoir une petite définition, des choses comme ça. Les métadonnées, vous allez avoir une définition, puis des documents, de la documentation qui va vous aider à comprendre ce que vous allez mettre dans vos dossiers ou sous-dossiers. Donc, c'est vraiment un bel outil à utiliser. Le tiers protocole donne aussi des formations. Donc, n'hésitez pas d'aller vous promener sur leur site et de vérifier tout ce qui pourrait vous intéresser. Je vais maintenant passer la parole à Sandy qui va vous parler des données pour les Premières Nations. Ah non, pas excusez-moi, qui va vous parler, qui va continuer la suite. Ah, excusez-moi, je vais retourner dans la présentation, désolée. OK, super. Merci, Alix. Donc, un peu comme Alix vient de nous dire en termes d'organiser nos fichiers, organiser notre projet de recherche en général, on veut aussi penser à comment organiser nos fichiers. Donc, un petit peu plus petit que nos fichiers et nos documents. Donc, chaque document individuel aussi. Donc, on a un petit exercice ici pour y penser. En fait, si on peut se retourner juste un petit peu à la diapo précédente. Merci. Donc, je montre la photo d'un chien qui s'appelle Chopin. Donc, si je vous donne ce document-là à sauvegarder sur votre ordinateur, comment nommeriez-vous ce fichier? Donc, si vous voulez mettre dans le chat vos réponses qu'on va partager, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, comme vous allez voir dans quelques moments. Donc, faites juste partager, si je vous donne ce document-là, cette photo-là, comment est-ce que vous la sauvegarderiez sur votre ordinateur? Quel nom est-ce que vous lui donneriez? Donc, on va vous donner quelques petites minutes pour répondre. Donc, on voit déjà quelques réponses entrées. Donc, on voit Chopin, photo barre en bas, chien, Chopin pantoufle, photo Chopin date, donc différentes variations. Chopin salon, donc un petit peu plus de description ici. Donc, on voit vraiment différentes variations. Donc, si vous regardez dans le chat, vous allez les voir aussi. Donc, on a certaines variations avec une date, certaines avec un petit peu plus de descriptif. Donc, il y en a une ici, photo noir et blanc, chien Chopin. Donc, vous allez voir dans la prochaine diapo que je vais vous montrer. Vous pouvez continuer à partager vos idées si vous voulez. Mais si on regarde dans le prochain, sur cette diapositive ici, il y a différentes un peu meilleures pratiques pour normer des fichiers, des documents. Mais comme vous avez déjà vu, ça va vraiment dépendre de vos besoins, de la façon dont vous réfléchissez, comment votre projet est organisé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaises réponses. Puis vous voyez, tout le monde les a nommés de façon complètement différente, mais il y a certains éléments qu'on veut inclure parce qu'ils vont mettre notre convention de nom va être un petit peu plus spécifique, puis ça va aider notre projet, ça va aider les gens qui travaillent sur notre projet à s'y retrouver un petit peu. Hein, parce qu'on ne veut pas faire l'erreur, comme j'ai déjà fait par le passé, de se ramasser avec des documents où est-ce que ça dit version finale, version finale, version finale, troisième version finale, puis finalement, on ne sait plus quoi et quoi. Donc, certaines des meilleures pratiques sont d'inclure la date de création du fichier, le nom ou l'acronyme du projet au complet, les initiales, des gens qui sont responsables ou de la personne qui a fait la dernière mise à jour du document, le sujet du projet. Donc, c'est un peu différent du nom du projet parce on a le nom du projet, puis après ça, on a le sujet. Donc, le sujet va décrire le contenu du fichier. Donc, si on fait des entrevues, si on a des données, si on a un manuscrit sur lequel on travaille, ils vont tous avoir le même nom de projet, mais ils vont avoir un certain sujet qui va différer un petit peu. Les versions, est très important de déterminer aussi avant qu'est-ce qui est une nouvelle version. Donc, en général, on va faire version 1, version 1.1. Si c'est des changements mineurs, on va y aller dans le point 1.2.
Si c'est un changement majeur, en général, on va comme changer de version 1, 2, 3. Puis on va on va vous montrer où aller chercher les diapositives à la fin, donc vous allez l'avoir comme ressource après. Donc, il y a un exemple ici dans le bas qui commence par date, nom du projet, initial, sujet, version. Donc, vraiment comme c'est décrit ici. Mais comme vous l'avez vu dans l'exercice qu'on vient de faire, puis on va en faire un autre dans un petit moment, vos besoins peuvent varier. Donc, ce que vous voulez voir en premier dans votre convention peut être différent. Donc, si on essaie maintenant de faire le même exercice avec notre même photo de Chopin. Donc, maintenant, si je vous donne un petit peu plus d'informations. Donc, comment normeriez-vous la photo en fonction des informations suivantes? Donc, c'est une photo du chien Chopin qui a été prise le 5 août 2018. C'est une photo Polaroid en noir et blanc, puis elle a été prise à Toronto, en Ontario. Donc, avec cette information-là, on fait la même chose. Si vous voulez mettre dans le chat vos suggestions de comment vous nommeriez maintenant ce fichier avec plus d'informations. On va vous donner quelques minutes pour partager vos résultats. Donc, comme on disait un petit peu avant, il n'y a pas nécessairement, il y a pas de mauvaise réponse. Là. Comme vous allez voir, tout va être un peu, va contenir des éléments similaires, mais un peu différents. Donc là, on voit la première réponse qui va inclure la date en premier, photo, Chopin, Toronto, noir et blanc. Donc, le descripteur. Ici, on voit aussi la date en premier, écrit de façon différente, avec un peu plus de description. D'autres vont mettre Chopin en premier. Donc, comme on disait, c'est bien d'avoir des éléments standards, mais après, comment vous les organisez va vraiment dépendre de vos besoins, puis comment vous organisez votre projet. Puis, si on regarde, par exemple, la prochaine diapositive, vous allez voir différents exemples, je crois. Donc, si on passe à la prochaine diapo. Merci. Donc, vous voyez, ils ont tous les mêmes éléments. Donc, c'est tous les mêmes, c'est essentiellement le même projet de recherche avec les mêmes fichiers, mais on peut juste voir qu'ils les ont nommés différemment, dépendamment de ce qui était probablement le plus important pour eux ou le plus facile à comprendre. Donc, pour certaines personnes, avoir la date en premier, c'est super important parce que ça dit quand les fichiers ont été créés, quand ils ont été mis à jour. Donc, on mettrait probablement cet élément-là en premier. Puis, c'est toujours c'est plus facile pour en tout cas, les machines et les ordinateurs de reconnaître les dates si on les écrit dans un format comme ça. Donc, vraiment comme année, mois, jour. Puis, pour d'autres, c'est vraiment comme le sujet qui est le plus important. Donc, est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est des notes? Est-ce que c'est un manuscrit? Est-ce que c'est une analyse? Ça peut être aussi par type ou par numérotation. Donc, on peut forcer l'ordre si on veut. Donc, si j'ai plusieurs versions d'un document ou, exemple, j'ai un certain document qui est plus toujours en cours d'être mis à jour, qui est toujours un document vivant, mais peut-être qu'on veut le mettre en premier pour que ce soit vraiment facile pour les gens de le trouver. Donc, encore là, comme vous avez pu le voir dans les résultats qui se sont présentés dans le chat, l'ordre dans lequel on organise ces éléments-là va vraiment varier des besoins du groupe de recherche ou du chercheur. Parfait, merci. Donc, une autre chose qui est importante de garder en tête, surtout quand on parle de fichiers, c'est pas juste la convention pour nommer nos fichiers, mais aussi s'assurer qu'on va pouvoir les conserver à long terme. Puis s'assurer que nos formats on va être capable de les ouvrir si on fait notre projet de recherche ou si on y retourne dans quelques mois, dans quelques années. Et je sais que, par exemple, Word est comme est un peu partout, là, puis il y a toujours des nouvelles versions qui sont quelque peu capables d'ouvrir d'autres fichiers. Mais c'est quand même bon d'avoir une version TXT pour du texte. Comme ça, si jamais ils mettent un update, ils font une mise à jour, puis on n'est plus capable d'ouvrir nos fichiers, puis ça l'arrive. Je travaille souvent avec des professeurs qui, par exemple, ont écrit leur thèse
de doctorat dans un fichier Word, et puis là, sont plus capables de l'ouvrir quelques années plus tard. Ils voulaient peut-être le mettre à jour, publier un livre. Malheureusement, ils n'ont plus accès au contenu qu'il y avait. Donc, c'est surtout très important pour tout ce qui est vraiment des programmes pour lesquels il faut payer pour avoir accès. Il y a beaucoup de problèmes, par exemple, avec NVivo, qui est un programme pour analyser, par exemple, analyser des entrevues, des transcriptions. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes parce qu'ils utilisaient, par exemple, la version 12 quand ils ont fait de leur analyse, puis là, ils sont sortis avec la version 13, puis les deux ne sont pas compatibles. Donc, s'assurer qu'on les sauvegarde dans des fichiers plus ouverts, avec des formats ouverts qu'on va pouvoir ouvrir avec différents programmes. Puis, il y a différentes ressources qu'on a mis en lien sur la diapositive qui peuvent vous aider si vous n'êtes pas certain de savoir c'est quoi. Comme Excel, c'est un fichier CSV, TXT pour texte, mais si vous n'êtes pas certain, il va vraiment vous donner comme un tableau qui va vous expliquer si vous avez tel type de fichier, vous voulez probablement le sauvegarder aussi dans ce format-là. Donc, en général, ce que moi, je fais comme bonne pratique, c'est que je m'assure d'avoir une version dans le programme que j'utilise, comme une version Word ou une version Excel, puis de toujours avoir aussi une version à jour qui est plus ouverte, comme un format CSV, pour m'assurer que s'il arrive quelque chose, je sois capable de toujours accéder à mes données. Parfait. Puis une autre chose à quoi on veut penser, pas juste comme nos fichiers, comment on organise notre projet de recherche, mais également comment on va documenter et un peu partager cette documentation-là. Donc, comme Alix le mentionnait, beaucoup d'organismes de recherche maintenant veulent que les données soient accessibles et en font même une demande dans les demandes de financement. Surtout pour médecine, c'est important de savoir que vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout partager, toutes les données, parce qu'il y en a souvent qui vont avoir des informations personnelles. Donc, ça s'explique. Donc, ils comprennent que d'un niveau éthique, on ne peut pas partager que Sandy Hervieux a telle condition médicale et a réagi à tel médicament. Donc, ils sont au courant, mais pour ce qu'on peut partager, c'est important d'avoir une bonne documentation. Puis, la documentation commence souvent par les métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est vraiment des données à propos des données qui vont permettre de comprendre les données, surtout par des outils électroniques, donc des différents programmes. Et c'est ce qui va rendre les données découvrables, citables, réutilisables. Donc, si par exemple, on parle d'une banque de données, mais il faut avoir la bonne métadonnée pour que les gens puissent trouver notre jeu de données et le réutiliser. Donc, un exemple très simple de métadonnées, c'est quand vous cherchez un livre dans un catalogue de bibliothèque, puis vous allez avoir le nom du livre, le titre, le nom des auteurs, la maison d'édition, l'année de publication. Donc, ça, c'est toutes des métadonnées qui aident le catalogue et nous, par défaut, à trouver le livre en question. Donc, pour les jeux de données, c'est un peu la même chose. Puis je vais vous montrer dans un petit moment différents exemples de ce qui peut être inclus dans les métadonnées. Il y a beaucoup, en fait, énormément de différents schémas de métadonnées. Certains domaines en ont certains qui privilégient. Donc, on en a donné ici quelques exemples pour, par exemple, biologie et recherche biomédicale. Dublin Core est assez général et utilisé à travers différentes disciplines, mais ça vaut la peine de voir si dans votre domaine, il y a vraiment quelque chose, un standard qui est utilisé le plus. Donc, je sais que comme les génomes, par exemple, ont leur propre standard, en biologie aussi. Donc, ça vaut la peine. Et puis, on a mis un lien aussi d'un guide. Puis, vous pouvez aussi juste aller sur Google un peu et vérifier standard, métadonnées, puis le nom de votre discipline. Et en général, ils vont soumettre lesquels sont les plus populaires. Si vous utilisez aussi une banque de données, si vous pensez comme mettre vos données disponibles, et en général, ont leur propre standard de métadonnées qui vont vous demander de remplir. Puis la documentation en tant que telle, c'est vraiment une documentation qui va aider les gens à comprendre les données. Donc, il y a différents types. Donc, on va voir comme les livres de code qui vont expliquer c'est quoi. Si on utilisait un code pour vraiment comme codifier des transcriptions, des entrevues, quelque chose qui va expliquer ça. Un fichier « Lisez-moi », puis on va vous montrer des exemples. C'est vraiment un fichier que quelqu'un peut lire,
quand il commence le projet ou se joint à l'équipe, et toute l'information pour comprendre le projet, comment le projet est organisé, comment les fichiers sont nommés, les abréviations. Vraiment, quelqu'un peut commencer, connaître rien du projet et avoir toute l'information pour bien participer dans l'équipe. Puis aussi, ce qui peut être important, si vous partagez, vous utilisez des données qui sont partagées, les licences, les ententes d'utilisation des données. Donc, ça arrive particulièrement pour les jeux de données, des fois avec l'information personnelle. On peut les réutiliser, mais pas les partager. Donc, des choses comme ça qui sont importantes de toujours bien documenter. Donc, si on regarde la prochaine diapo, on voit ici quelques exemples de choses qu'on veut inclure dans les métadonnées pour les données de recherche. Donc, on a comme à haut niveau, là, on n'a pas été trop spécifique, mais on a au niveau du projet, puis on a au niveau de chaque fichier. Donc, le projet de recherche en général versus peut-être le fichier de données en tant que tel. Donc, au niveau du projet, on a des métadonnées plus descriptifs qui vont vraiment décrire le créateur, le titre, c'est quoi les mots-clés, est-ce qu'on a un résumé ou un abstrait, et des données plus administratives. Donc, si justement il y a des droits d'accès ou des licences, la protection de la vie privée, ce qui est particulièrement important dans votre domaine, si certains logiciels ont été utilisés. Donc, un peu plus du côté administration que description du projet. Puis, on a un peu similaire pour chaque fichier. Donc, le descripteur. Donc, c'est qui l'enquêteur, le chercheur qui est en charge de ce fichier-là. C'est quoi le sujet, la localisation. Si, par exemple, ça a été une étude qui a été faite à Montréal, est-ce qu'elle a été faite dans un hôpital en particulier? Et puis, on a les données ensuite qui sont plus structurales, qui vont vraiment nous aider à comprendre et utiliser le jeu de données. Donc, le nom des codes, le nom des variables, très important, parce que pour vous, les variables peuvent être très claires, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour la personne suivante. Les unités de mesure aussi, très importantes, particulièrement quand on parle de médicaments et concentration et tout ça. Et les formats des fichiers. Donc, un peu ce qu'on vient de parler, mais quelque chose qu'on documenterait pour être certain que ce soit très compréhensible. Donc, ça ici, c'est un peu un exemple du document Lisez-moi que je mentionnais qui devrait vraiment inclure l'information pour comprendre le projet. Puis, c'est vraiment, le but, c'est vraiment d'avoir un document vivant qui va être mis à jour constamment, en fait, quand on travaille sur le projet de recherche pour documenter ce qu'on fait. Puis, il va inclure des exemples d'informations suivantes. Donc, le nom du projet ou du labo, les créateurs ou propriétaires ou chercheurs en charge, s'il y a du financement, les dernières dates de mise à jour et de révision, la localisation des fichiers. Donc, un peu ce que Alex nous a montré avec le tier protocol ou qu'on peut créer nous-mêmes, de savoir vraiment où, quoi et où. Et ensuite, où se trouve le document Lisez-moi aussi. Si on a une certaine convention pour nommer nos fichiers, c'est là qu'on veut l'inscrire. Parce que comme vous pouvez voir, même si on a tous les mêmes éléments de base, chaque personne va nommer son fichier un peu différemment. Puis ça peut être problématique si on est une équipe de 5, 10 personnes, puis on essaie de trouver nos fichiers. On veut s'assurer que tout le monde utilise la même convention. Donc, c'est une bonne place pour l'écrire. S'assurer d'avoir aussi les abréviations, les unités de mesure, les variables, ces choses-là doivent être inclus dans un document. Lisez-moi. Je sais que ça a l'air comme de prendre beaucoup de temps. C'est peut-être pas la partie la plus excitante d'un projet de recherche parce qu'on veut vraiment tester nos théories et tout ça, mais c'est très important pour que l'équipe comprenne bien, ou même nous-mêmes, si on fait un projet tout seul, qu'on puisse y retourner dans quelques années et vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Donc ensuite, ça c'est un exemple pour essayer de décrire un peu plus dans le document Lisez-moi quel type de fichier qu'on va utiliser, la nomenclature, comment on va nommer ce fichier-là, donc notre convention qu'on va utiliser, qu'est-ce que cette clé-là veut dire, donc la date, quel format est-ce que ça doit être utilisé, quels outils vont être utilisés, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et ensuite, on a un exemple. Donc, vraiment détaillé pour chaque étape, comment on va nommer notre fichier. Puis ensuite, je pense qu'on a un autre exemple pour l'abréviation des fichiers. Donc, dans certains domaines,
On a toujours certaines abréviations et des fois, d'un domaine à l'autre, il y a les mêmes abréviations, mais elles veulent dire des choses complètement différentes. Donc, c'est important que tout le monde soit vraiment, comprenne vraiment qu'est-ce que ces abréviations-là veulent dire. Donc, on a 2 exemples ici pour la localisation. Donc, si on parle de, par exemple, ville aux États-Unis, comment on va les abrévier? Et ensuite, microscope. Donc, si c'est important de savoir sur quel outil on a fait une certaine analyse, voici comment cette information-là est gardée. Donc, et voici un autre exemple du document Lisez-moi, particulièrement pour les jeux de données. Donc, vraiment décrire les fichiers de données. Donc, si on a certaines phases ou certaines versions, donc ici, c'est version. Donc, comme je le mentionnais quand on parlait de convention pour nommer nos fichiers, s'entendre sur qu'est-ce qu'une version 1, 2, 3. Puis ici, on voit un peu plus de détails de pourquoi on est passé de 1 à 2 à 3. Donc, il y en a un qui organise les données, d'autres, c'est une autre expérience, un autre, on a ajusté certaines choses. Puis ensuite, on mentionne où les graphiques, si on en a, où ils sont localisés. Donc, vraiment pour être très clair de qu'est-ce que ça veut dire passer d'une version à l'autre. OK, puis je vais passer la parole à Alix qui va nous parler de données sensibles. Merci Sandy. Donc, notamment dans les données concernant la santé, il y a beaucoup de données sensibles, de données personnelles qui peuvent être utilisées. Donc, il y a beaucoup de matériel pour soutenir les chercheurs sur ce sujet qui ont été créés par le réseau Portage, qui est maintenant appelé Alliance, qui est une organisation sans but lucratif fédérale qui a eu des fonds pour trouver toutes les initiatives à propos de la gestion de données de recherche ou des logiciels de recherche avancés qui peuvent se faire dans les campus canadiens. Et donc, l'Alliance a mis en place beaucoup de ressources, comme la boîte à outils pour les données sensibles qui est disponible, qui a 3 parties différentes. Et par exemple, une des parties propose des modèles de consentement qui prennent en compte le fait qu'on veut partager nos données à la fin du projet. Donc, vous pouvez aller fouiller là-dedans pour avoir des bons outils. Le projet de curation des données Data Curation Network Human Subjects Data Essential Primer est aussi un bon outil, mais qui est vraiment plus qui va plus loin dans le questionnement qui a été mis en place pour les gestionnaires de données ou les bibliothécaires notamment. Mais ça peut être intéressant pour vous d'aller faire un tour sur leur site pour voir quel type de fichiers peuvent être utilisés, quels problèmes il peut y avoir quand on veut publier des données désidentifiées, en tout cas. Donc, ça va aller sur des points plus pointus, mais ça peut être toujours intéressant à regarder. Donc, quand on parle de données pour des participants humains, il y a 2 types de données personnelles, celles qui sont des identifiants directs et celles qui sont des identifiants indirects. Donc, les identifiants directs, c'est vous voyez l'information où vous savez exactement qui est la personne, alors que les identifiants indirects, il va vous falloir plusieurs de ces identifiants, recouper plusieurs de ces identifiants pour réidentifier la personne. Donc, là, on va regarder un jeu de données limité par des virgules qui représente le prénom, le code postal, l'âge, le genre et le courriel. Et on va juste faire un test rapide dans le chat. Vous pourrez je vais vous demander d'écrire quels sont les identifiants directs de ce jeu de données, dans ce jeu de données. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, bien là, je viens de voir le courriel. Est-ce que j'ai d'autres réponses?
l'adresse courriel, le code postal. OK. Donc, courriel, code postal. Donc, le courriel, oui. Ah, l'âge. Alors, le courriel, c'est définitivement un identifiant direct. Notamment, si vous mettez un courriel institutionnel, souvent, il y a le nom et le prénom de la personne. Donc, on ne peut vraiment pas se tromper. Donc, les noms sont aussi des identifiants directs. Un code postal, c'est un identifiant indirect parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui habitent au même code postal. Donc, il va falloir le recouper avec une autre donnée pour vraiment identifier la personne adéquate. Ensuite, l'âge, normalement, c'est un identifiant indirect, mais quand on a plus de 89 ans, c'est considéré comme un identifiant direct, étant donné qu'il y a peu de populations qui ont plus de 89 ans. Ben là, ça peut permettre d'identifier plus directement les personnes. Voilà. Donc, on voulait vous parler aussi d'une étude de Sweeney en 2000 qui a été capable de, avec le code postal, le genre et la date de naissance qu'elle a trouvé dans le recensement de 1990 aux États-Unis, de réidentifier 87% de la population. Donc, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'informations pour pouvoir réidentifier quelqu'un. OK. Donc, on va parler plus en détail des identifiants directs et indirects. Au Canada, on n'a pas de standard pour les identifiants directs parce que ils peuvent varier selon les provinces. Donc, il n'y a pas de liste type. Mais là, on s'est servi de la liste de la IPA qui couvre la majorité des identifiants directs potentiels. Donc, on a comme identifiant direct, bon, forcément, le nom, l'adresse, que ce soit une adresse courriel, une localisation physique complète, une adresse IP d'un ordinateur, le numéro d'assurance sociale et tous les médias ou numéros d'identification unique, comme un numéro d'étudiant, un numéro de permis de conduire, des données biométriques comme des empreintes digitales, une photo de votre visage ou une photo d'une maison. C'est très facile, par recherche inversée, de retrouver l'adresse exacte, par exemple, ou de retrouver la personne. Donc, il faut vraiment être attentif à ce genre de problématiques. Pour les identifiants indirects, donc ceux qu'il faut combiner pour réidentifier la personne, on a l'âge, s'il est en dessous de 89 ans, comme on l'a déjà dit, le genre, la localisation géographique partielle, comme si on a juste le code postal, ou juste la ville, ou juste l'arrondissement. La race, le niveau d'éducation ou l'affiliation institutionnelle, le lieu de travail. Si la personne a une maladie rare, ben, ça va être un identifiant indirect. De la même façon, si elle a reçu un prix particulier ou qu'elle a vécu dans un événement rare, ça va être un identifiant indirect. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on veut protéger la vie privée des participants? Donc, comment donner suffisamment d'informations pour qu'on puisse utiliser les données sans en donner trop pour que la personne soit réidentifiée. Bon, alors, si on peut avoir des données complètement anonymes, donc sans identifiant direct, ça c'est le mieux. Après, on peut anonymiser les données ou les désidentifier, mais ça doit être un processus qui doit être irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu de données a été anonymisé, on ne peut pas revenir au jeu de données originel.
Donc, pour désidentifier, on va enlever les identifiants directs de façon permanente. Et après, il y a toujours la problématique des identifiants indirects. Donc là, on vous donne aussi des liens pour des guides d'anonymisation pour vous aider dans ce genre de travail. Donc, c'est sûr qu'on veut voir si on peut enlever certains identifiants indirects ou autrement, on va pouvoir essayer de créer des intervalles. Par exemple, pour les âges, au lieu de dire que la personne a 27 ans, on va dire qu'elle a entre 20 et 30 ans. Donc là, ça va créer des intervalles, ça va rendre la façon de réidentifier la personne un peu moins facile. Si on a un questionnaire avec des questions ouvertes, mais on va rédiger les questions ouvertes pour qu'il n'y ait pas d'identifiant direct dedans. Après, on peut utiliser des méthodes statistiques comme le K-anonymity et L-diversity qui vont déterminer un seuil de risque de réidentification. Donc, on peut aussi ajouter du bruit dans nos données, des fausses réponses qui ne vont pas changer nos statistiques, mais qui vont changer qui vont rendre la réidentification plus compliquée. Donc, le but, dans tous les cas, c'est de ne pas pouvoir identifier les individus ni dans les données, ni en les combinant avec d'autres jeux de données, en utilisant un effort raisonnable. C'est ça, parce que la problématique, ce n'est pas juste notre jeu de données à nous, c'est aussi que ce jeu de données-là peut être combiné à des jeux de données qui sont publics, qui vont permettre la réidentification. Alors, on va donner un peu des exemples par rapport au cas Anonymity et à Diversity. Donc, là, si on a un jeu de données sur les habitudes liées aux médias, la personne, elle ne veut peut-être pas qu'on sache qu'elle regarde plus de 60 heures de Netflix par jour. Par semaine, excusez, par jour, ça fait beaucoup, surtout qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Donc, mais on a quand même la date de naissance, le sexe et le code postal. Et si on prend ce jeu de données-là et qu'on le combine avec un jeu de données public qui est, la personne a fait du bénévolat, elle a donné son nom, son adresse, son sexe et sa date de naissance, ben là, ça fait qu'on a, on a 3 informations qui sont les mêmes sur les 2 jeux de données. Donc, si on les recombine, il est très facile de retrouver le nom de la personne. Donc, c'est ça que va calculer le K-anonymity. Et donc, si on veut avoir le moins possible, donc, plus le K-anonymity est bas, plus il sera probable de réidentifier les participants. Donc, nous, quand on veut calculer notre K-anonymity, on veut un K-anonymity haut pour qu'il y ait moins de chances de réidentification. Pour le L-diversity, c'est si on regarde le jeu de données en suivant, là. Donc là, on voit il y a des intervalles et tout ça. Mais finalement, c'est les mêmes intervalles, c'est la même ville. Ils regardent tous le même nombre de temps de Netflix par semaine. Donc, si on croise une femme de plus de 90 ans à Montréal, si on regarde ce jeu de données-là, ben, c'est sûr qu'elle regarde plus de 60 heures de Netflix par semaine. Donc là, on n'a aucune diversité. Donc, c'est sûr que si on rajoute la ligne en bas, ben là, on commence à rentrer une diversité parce qu'il y en a une qui ne regarde pas le même nombre d'heures de Netflix. Donc, en fait, pour que le L-diversity, pour que ça soit, qu'il y ait moins de possibilités de réidentifier, le L-diversity nous dit qu'il faut au moins avoir 3 caractéristiques dans ces résultats qui sont différentes. Donc là, on a juste une caractéristique, le nombre d'heures qui est différente. Donc, il nous en faudrait au moins 2 autres, soit le sexe est différent, soit l'âge est différent, soit la ville est différente.
il nous en faudrait 2 autres pour que qu'il y ait moins de facilité à réidentifier les personnes. Excusez-moi. Je vais repasser la parole à Sandy pour les données sur les Premières Nations. Parfait, merci. Donc, juste une note, quelque chose qui est important de garder en tête. Donc, en général, quand on parle de données de recherche ou données en général, on veut appliquer les principes FAIR, donc qui veulent dire vraiment findable, donc trouvable, qu'on peut trouver les données, accessible, accessible, interoperable, reusable, donc qu'on peut les trouver, les accéder, les changer et les réutiliser. Donc, ça, c'est quand on parle des données en général. Mais quand on fait des projets ou travaille avec des gens des Premières Nations, les peuples autochtones, c'est important de garder en tête qu'ils ont, eux, leurs propres principes à suivre et leur propre façon de gérer leurs données. Donc, pour eux, ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser le principe CARE, qui veut dire Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics. Donc, c'est des données qui vont être pour le bénéfice collectif, qui vont avoir l'autorité de contrôler qui a accès, qui vont être responsables et qui vont être éthiques. Donc, le but, c'est vraiment que les peuples autochtones peuvent vraiment décider qu'est-ce qui est fait avec leurs données, qui a accès et comment elle est utilisée. C'est un principe qui découle vraiment du fait qu'ils ont été surétudiés comme population et souvent pas inclus dans les études. Donc, et souvent, c'est des études à connotation très négative. Donc, ils vont se concentrer plus sur, par exemple, comme les taux d'alcoolisme ou les taux d'usage de drogue, les taux de décrochage, jamais comme les taux de succès. Donc, pour ces raisons-là, quand on fait des études avec les peuples autochtones, donc c'est important de, les inclure dans l'étude et aussi d'utiliser ces principes-là pour les données qu'on collecte. Donc, si vous voulez savoir plus d'informations, donc il y a un cours qui est donné en ligne qu'on peut faire à son propre rythme, qui inclut les différents modules qui sont décrits ici. Donc, ça va vous décrire encore plus en détail c'est quoi les principes PCAP ou CARE et les temps faits aux communautés, pourquoi ça existe, les bonnes façons de s'en servir et de participer. Donc, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine si vous travaillez avec ces populations-là en particulier. On va finir par un survol rapide sur la sécurité, l'anthroposage et les logiciels de recherche. Donc, c'est vraiment important quand on travaille avec des données contenant des informations personnelles de la sécurité. Donc, il faut mettre un code sur vos appareils, surtout si vous faites du travail de terrain. Il faut accéder les serveurs ou les zones où vous stockez vos données via des VPN si vous êtes à l'extérieur de votre institution. Il faut protéger vos sauvegardes avec des mots de passe. Vous devez considérer peut-être avoir des ententes de confidentialité, de faire signer des ententes de confidentialité à vos assistants de recherche ou aux étudiants qui vont venir travailler sur le projet, ainsi que de mettre en place une procédure pour quand ils quittent ou ils graduent. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'ils partent avec une clé USB avec des données et qu'ils la perdent quelque part. Donc, il faut vraiment tout mettre, avoir une procédure pour que la sécurité des données soit bien maintenue. Et pour savoir où sont les données et où est-ce qu'elles restent et qui peut y avoir accès. Pour l'entreposage et le partage des données, on va vous demander d'utiliser les systèmes de l'institution parce que normalement, c'est des systèmes qui ont été qui sont plus sécuritaires en fait. Et puis de suivre les directives pour le système nuagique de l'institution. Si jamais vous voulez utiliser un logiciel de recherche qui vient de l'extérieur, il faut aller rencontrer votre service TI
pour vérifier que ça répond bien aux demandes de sécurité de l'établissement. C'est vraiment important pour les établissements de santé. On ne veut pas qu'il y ait des brèches de sécurité. C'est assez facile. Il y a beaucoup de cyberattaques et de choses comme ça. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à tout ça. Il faut aussi sécuriser ses appareils personnels parce que vous allez regarder votre courriel sur votre téléphone personnel. Protégez votre téléphone par un mot de passe. Changez votre mot de passe régulièrement. Vous utilisez votre ordinateur personnel à la maison. Faites que l'écran se verrouille automatiquement après un certain nombre de un temps sans que vous ayez travaillé dessus. Donc, faites vraiment attention parce que si vous regardez des informations personnelles sur vos appareils personnels. Vous voulez aussi une double identification quand vous rentrez, quand vous allez regarder des données patients, ayez une double identification. N'envoyez jamais de données par courriel. Okay, un courriel, ça se fait intercepter très facilement. Ayez des logiciels de cryptage et d'antivirus qui soient à jour sur vos appareils. Déconnectez-vous de votre session ou éteignez de l'appareil si vous vous en allez. Ne laissez pas votre ordinateur en mode veille. Il est aussi bon de connaître la sécurité des logiciels que vous utilisez et leur sensibilité aux cyberattaques. Quelles sont leurs faiblesses? Donc, c'est une bonne chose à savoir. Ça vous permet de calculer, de faire des calculs de risque et puis de voir risque versus bénéfice. Est-ce que je garde ce logiciel-là ou pas? Alors, nous avons inclus quelques ressources. Vous pouvez voir des ressources en français sur le site des bibliothèques du Sainte-Justine. Il y a aussi un lien vers le guide des universités de l'Université du Québec sur la gestion de données de recherche. Et puis, vous avez les ressources à McGill avec les guides qu'ils ont fait, les ateliers que vous pouvez voir et revoir. N'hésitez pas à aller contacter vos bibliothécaires et les services de la recherche pour toutes vos questions. Voilà, c'est fini. On va, je pense, arrêter l'enregistrement et on pourra prendre